Bienvenue dans le cours de comportement organisationnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va parler de perception et d'attribution. On a une image qui est assez significative. On peut regarder la même chose, mais on ne voit pas forcément la même réalité. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de perception. On va parler des caractéristiques de la perception, des facteurs qui influencent la perception. On parle de l'attribution, d'apprentissage et on termine avec manager et apprentissage. La perception, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de perception, il faut voir un processus par lequel nous sélectionnons, organisons, récupérons et interprétons les informations pour réagir. Le premier verbe, sélectionner, ça veut tout simplement dire que nous n'allons pas utiliser toutes les informations. Nous allons faire des choix. Nous allons organiser les informations retenues. Nous allons récupérer ce qui nous manque. Et finalement, nous allons interpréter pour réagir, pour décider, pour comprendre. Perception, processus par lequel nous sélectionnons, organisons, récupérons et interprétons les informations pour réagir. Quand on parle de perception, ça veut tout simplement dire, on peut par exemple se poser une question, on cherche une information, on va collecter les données, on va réfléchir, la lumière va jaillir et on va décider, réagir, accepter ou refuser l'information. Qu'est-ce qui caractérise la perception? La perception, c'est une démarche sélective. Nous ne pouvons pas utiliser toutes les informations qui nous arrivent, toutes les secondes, toutes les minutes ou encore tous les jours. Nous devons choisir, nous devons sélectionner. Donc, la perception implique la sélection. La perception, c'est une démarche globalisante. Même si nous laissons de côté certaines informations, même si nous faisons une sélection, nous allons quand même interpréter sur une base globale, sur une base générale. La perception, c'est une démarche globalisante. La perception est source de distorsion. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas forcément la réalité. Perception, démarche sélective, démarche globalisante, source de distorsion. Quels sont les facteurs qui influencent la perception? Pourquoi nous regardons la même chose et ne voyons pas la même réalité? Parce que justement, la perception dépend du sujet percevant, c'est-à-dire la personne qui regarde, du sujet perçu, de ce qu'on regarde, la situation, la réalité, de la situation, dans quel contexte on regarde. Sujet percevant, la personne qui regarde, sujet perçu, l'événement en question, la situation, le contexte dans lequel on regarde. Pour mieux comprendre sujet percevant, sujet perçu, situation, on va regarder certains éléments. On commence d'abord avec sujet percevant. C'est une personne qui regarde une réalité, une personne qui analyse une situation. La personnalité de la personne va faire impact. Les connaissances préalables sur la situation en question vont faire impact. Les expériences de cette personne avec la situation comptent pour beaucoup, les attentes, la motivation, les sentiments, etc. Donc, beaucoup de choses vont permettre au sujet percevant de mieux comprendre la situation. Si c'est la première fois qu'on fait face à une situation, on ne va pas avoir la même facilité de compréhension par rapport à une situation habituelle. Sujet perçu,
c'est l'événement, c'est ce qui fait objet d'attention. La taille, on regarde ou encore on remarque de préférence les éléments ou encore les objets quand ils sont de plus grande taille ou encore les objets de plus grande taille attirent plus facilement l'attention par exemple. L'intensité, ce qui est intense, un bruit fort par exemple attire beaucoup plus l'attention. La répétition des événements qui se répètent attire beaucoup plus notre attention. La différence, si on est habitué avec quelque chose, quand c'est différent, ça va nous attirer, ça va nous interpeller. L'originalité, quand c'est nouveau, on va réfléchir là-dessus. Le mouvement, on est beaucoup plus attiré par les choses qui bougent, par exemple. La position, ce sont autant d'éléments du sujet perçu qui impactent la perception. Et finalement, il y a la situation. Dans ce cas précis, situation, c'est pour parler du contexte dans lequel on regarde, contexte dans lequel on analyse. La culture, le lieu, le moment, les relations et le contexte. Quand on dit la culture d'une organisation, par exemple, peut permettre d'interpréter une situation de façon différente par rapport à une autre organisation. Le lieu peut indiquer si c'est un événement formel ou informel et automatiquement, ça fait une différence. Les relations entretenues dans un contexte donné peuvent faire la différence. Ce sont autant d'éléments qui impactent la perception. Comme les personnes n'ont pas les mêmes personnalités, comme les situations ne sont pas identiques, comme les contextes changent, il est évident que la perception varie. Elle varie avec la personne qui regarde, elle varie avec ce qu'on regarde, elle varie avec le contexte dans lequel on regarde. Étape de la perception. D'abord, on va observer. On va prendre le temps de regarder. Ensuite, on va sélectionner. On va faire un tri. On va choisir les informations qui nous concernent. On organise. On va mettre ensemble les informations. On interprète. On va interpréter ce qu'on a. Et on récupère. Si dans l'interprétation, on se rend compte qu'il manque des choses, on va récupérer les informations pour avoir une meilleure interprétation. Je reprends. La perception comporte des étapes. D'abord, il faut observer. Il faut ensuite sélectionner pour organiser, interpréter et finalement, s'il y a des choses qui manquent, on va les récupérer. Comment en général on structure la perception? On ne va pas accepter les informations qui manquent. On va essayer de mettre ensemble des choses pour avoir une information globale. Éléments de structuration, on va chercher à faire la différence entre la figure et le fond. On va rapprocher les éléments. La proximité fait impact. On va essayer de mettre ensemble les éléments qui se ressemblent. On va donc utiliser la similarité. On va s'assurer d'avoir une certaine continuité dans les informations. Et évidemment, on va chercher la complémentarité. On va voir ce qui manque, ce qui peut compléter quelque chose, etc. Comment on gère la perception? Quand on regarde une situation, quand on arrive à une compréhension, pour gérer sa perception, pour s'assurer de la validation de sa perception, on va faire plusieurs choses. On va s'assurer de la validation consensuelle. On va voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui pensent la même chose. Un exemple pratique, un employé perçoit son supérieur hiérarchique comme une mauvaise personne. C'est un supérieur qui ne comprend pas les employés. C'est un supérieur qui est carrément difficile à vivre. C'est la perception de l'employé. Pour être sûr, l'employé va chercher à voir s'il n'y a pas d'autres collaborateurs qui pensent la même chose.
Validation comparative, on ne va pas seulement regarder le comportement de la personne par rapport à soi-même, on va regarder le comportement de la personne par rapport à d'autres collaborateurs. Et évidemment, validation répétitive, on va suivre la personne sur une longue période pour voir si elle affiche le même comportement. Validation consensuelle, on cherche d'autres personnes qui pensent la même chose que nous. Validation comparative, on compare plusieurs expériences. Validation répétitive, on cherche des informations sur une longue période. Comment peut-on faire pour améliorer la perception? Parce qu'on a dit que la perception peut quand même être source de distorsion. Ce que vous voyez peut ne pas être la réalité. Comment faire pour améliorer votre façon de voir pour être plus proche de la réalité? Il faut déjà augmenter la fréquence des observations, c'est-à-dire ne pas interpréter à partir d'une seule expérience. Il faut diversifier les sources d'informations. Il faut puiser dans plusieurs sources. Il faut multiplier les observateurs. On ne va pas tenir compte des informations données par une seule personne. Plusieurs personnes doivent observer. Et évidemment, il faut s'assurer de la représentativité de l'échantillon. On ne va pas interpréter le comportement d'une personne par une seule action. On va s'assurer d'avoir un échantillon représentatif. Je reprends. Pour améliorer la perception, il est recommandé d'augmenter la fréquence des observations, de diversifier les sources d'informations, de multiplier les observateurs, de s'assurer de la représentativité de l'échantillon. Un exemple concret, si par exemple, vous dites qu'un employé, c'est quelqu'un qui est un retardataire, vous devez vérifier si vraiment il y a des retards sur une longue période. Vous devez aussi voir est-ce que d'autres personnes pensent la même chose. Est-ce que dans les relations avec d'autres personnes, cet employé est toujours en retard? Et vous devez vous assurer de ne pas considérer un seul retard ou encore deux retards pour finalement affirmer que la personne est toujours en retard. Donc, vous devez vous assurer d'avoir un échantillon de comportement, dans ce cas, un échantillon de retard représentatif. Un deuxième élément assez important quand on parle de perception, c'est l'attribution. Vous allez percevoir pour attribuer. L'attribution, c'est quoi? C'est un ensemble de moyens qu'on va utiliser pour comprendre les raisons du comportement d'autrui. Quand quelqu'un fait quelque chose, on va chercher à comprendre. Est-ce que le comportement vient de la personne? Est-ce que le comportement dépend des circonstances? L'attribution permet d'étudier la manière dont une personne essaie de comprendre la cause d'un événement, qu'est-ce qui est à l'origine de cet événement, de déterminer qui est responsable de l'événement et aussi d'évaluer les capacités personnelles des acteurs de l'événement. Quels sont les facteurs d'attribution? D'abord, il y a ce qu'on appelle le caractère distinctif. Quand on parle de caractère distinctif, on dit que quelqu'un est ainsi. La personne agit naturellement ainsi. C'est son caractère, c'est sa façon d'être. Cohérence, est-ce que la personne a ce comportement sur une longue période? Consensus, est-ce que d'autres personnes ont ce comportement? Si on reprend l'exemple du retard, c'est quelqu'un qu'on connaît qui est toujours en retard, c'est un caractère distinctif. X est toujours en retard. On ne va pas s'étonner s'agissant du retard de X. Cohérence, avant de déterminer si X est un retardataire chronique, on va suivre justement la cohérence dans les retards. C'est quelqu'un qui est en retard lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Par contre, si d'autres personnes sont en retard, dans ce cas précis, c'est pas parce que X est un retardataire, c'est peut-être parce qu'il y a un événement justement qui est à la base de ce
retard. Je reprends. 3 facteurs d'attribution ou encore 3 facteurs qui permettent de comprendre le comportement dans des circonstances données: caractère distinctif, cohérence, consensus. Évidemment, on peut attribuer de mauvaises choses aux gens. La personne peut être en retard pour d'autres raisons, pas forcément parce que la personne est naturellement quelqu'un qui aime être en retard. Erreur d'attribution, effet de complaisance. Il y a cette tendance à accepter les réussites et jeter la faute des échecs aux autres. C'est ce qu'on appelle effet de complaisance. Donc, on peut attribuer ces échecs personnels à d'autres personnes, mais c'est pas forcément vrai. Stéréotype, c'est juger quelqu'un par rapport à son groupe d'appartenance. On peut attribuer quelque chose à quelqu'un pas parce qu'on prend le temps de connaître la personne, parce qu'on juge tout simplement la personne par rapport à son groupe d'appartenance. On a des préjugés contre les femmes, eh bien, on dit c'est une femme, c'est normal, on n'a pas d'informations à chercher. On a des préjugés contre les jeunes, on a des préjugés contre les adultes, etc. Si on juge quelqu'un à partir de son groupe d'appartenance, sans chercher des informations, sans connaître la personne, à ce moment, il s'agit d'une erreur d'attribution basée sur les stéréotypes. Effet de halo, on juge la personne à partir de seuls critères. Ça veut tout simplement dire que l'échantillon qu'on a utilisé pour attribuer quelque chose à quelqu'un n'est pas représentatif. Perception sélective, on voit ce qu'on veut voir. On vous dit que le manager, c'est quelqu'un qui est difficile à vivre. Le manager peut faire beaucoup de bonnes choses, mais vous allez sélectionner les comportements qui justifient justement vos a priori. Effet de contraste, c'est quand on compare des personnes et on va tout de suite voir quelques traits s'il y a vraiment un niveau de contraste entre les deux. Il y a quelqu'un qui est calme, qui est toujours silencieux, qui ne parle pas. Il y a quelqu'un d'autre qui parle sur une base normale. Mais quand on compare par rapport à la personne silencieuse, on va voir que la personne est carrément bavarde. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est parce que justement, on l'a comparé par rapport à quelqu'un qui est carrément silencieux. Effet de récence, c'est quand on tient compte seulement des informations récentes. Effet de primauté, c'est quand on se laisse impressionner, quand on juge une personne par rapport à la première impression qu'on a de cette personne. Effet Pygmalion ou encore prophétie autoréalisatrice, c'est quand quelqu'un se comporte pour confirmer ce qu'on attend de lui. Je reprends. Erreur d'attribution, effet de complaisance. On accepte les réussites, on jette la faute des échecs aux autres. Stéréotype, on juge quelqu'un par rapport à son groupe d'appartenance. Effet de halo, on juge quelqu'un par rapport à un seul critère. On a un très bon employé, mais on juge la personne par rapport à un seul défaut et on dit que c'est une mauvaise personne. Perception sélective, on voit seulement ce qu'on veut voir. Effet de contraste, on fait des comparaisons qui font ressortir certains traits qui sont normaux, mais à ce moment, ces traits seront agrandis par rapport à la comparaison, en raison de la comparaison. Effet de récence, on se base seulement sur les informations récentes. Effet de primauté, on se laisse influencer par la première impression. Effet Pygmalion, la personne répond tout simplement aux attentes. Dans l'organisation, on va s'intéresser à l'apprentissage. Si les gens ne se conforment pas, on va utiliser l'apprentissage pour déclencher les comportements voulus. C'est quoi l'apprentissage? L'apprentissage implique un changement relativement permanent des connaissances, des attitudes et du comportement. Quelles sont en général les approches utilisées s'agissant de l'apprentissage en comportement organisationnel? On parle de l'approche behavioriste,
qui met l'accent sur les récompenses et les punitions. On va récompenser les gens qui apprennent bien, on va punir les autres pour justement les encourager à apprendre. Si on ne veut pas de la punition, on va apprendre, on va changer de comportement. Cognitiviste, l'approche cognitiviste, on va mettre l'accent beaucoup plus sur les capacités de la personne, mais aussi sur les dispositions. Est-ce que la personne a les capacités pour apprendre, pour changer de comportement? Est-ce que la personne a aussi la bonne disposition? Et il y a l'approche expérientielle où on va s'attarder beaucoup plus sur la réflexion, sur les actions, etc. Méthode d'apprentissage. On peut conditionner les personnes dans l'organisation pour qu'elles apprennent, pour qu'elles changent de comportement. Il y a le conditionnement classique. Ça doit devenir une habitude. On va utiliser des réflexes. Ça se fait tellement dans l'organisation. Ça fait partie de la culture organisationnelle et le comportement devient automatique. Dans ce cas, on va parler de réflexe. Conditionnement opérant, à ce moment, on va déclencher la volonté de la personne. La personne agit volontairement de cette façon et on parle d'apprentissage social, c'est quand la personne suit un modèle. C'est le manager qui le fait, on va suivre le manager. Méthode d'apprentissage dans l'organisation, conditionnement classique, les réflexes, conditionnement opérant, comportement volontaire, apprentissage social, on suit un modèle. Quelques mots sur l'apprentissage social. On a un modèle. Et quand on a un modèle, on va chercher à faire comme le modèle. Évidemment, ça demande de prêter attention. On regarde ce que fait la personne, on regarde le comportement de la personne. Il faut retenir, on prête attention, on ne va pas seulement regarder, mais il faut retenir la rétention. Il faut reproduire, on va refaire ce que la personne a fait. Et évidemment, il faut renforcer, ça veut dire qu'on va pratiquer. C'est pas un seul jour qu'on va devenir comme quelqu'un. On va prêter attention, on va retenir, on va reproduire et on va continuer à pratiquer, on va renforcer pour devenir comme le modèle. Et on termine par montrer l'importance du manager dans l'apprentissage. Le manager va influencer les gens parce que le manager va faire en sorte que les personnes adoptent les comportements voulus dans l'organisation. C'est le renforcement positif qu'on peut utiliser, c'est récompenser quelqu'un pour un bon comportement. Le renforcement négatif, à ce moment, on va enlever quelque chose que la personne n'aime pas. C'est un employé à qui on demande toujours de faire des heures supplémentaires. On sait que l'employé n'aime pas faire des heures supplémentaires. Cet employé donne un bon résultat et désormais on dit qu'il n'y aura plus d'heures supplémentaires. À ce moment, on retire quelque chose que la personne n'aime pas. Dans ce cas, on parle de renforcement négatif. Et évidemment, il y a la punition. On punit la personne. Ou encore l'extinction. On décourage un comportement déviant. Je reprends, le manager pour encourager les personnes à avoir le comportement voulu, pour orienter les personnes dans le sens de l'organisation, peut utiliser le renforcement positif. On récompense les bons comportements. La personne va continuer. On utilise le renforcement négatif. On enlève quelque chose que la personne n'aime pas. La personne va continuer. On punit. Si on a peur de la punition, on va avoir le bon comportement. Et aussi l'extinction, on décourage un mauvais comportement.